Eh bien, bonjour à tous les internautes qui nous écoutent à distance. On me signale que 700 personnes sont en ligne, hein, c'est énorme. Donc je ne les vois pas. C'est un peu original, c'est un peu un mode de fonctionnement qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on fait des conférences en présentiel, bien sûr, mais on s'adapte à cette nouvelle modalité. Et effectivement, je vous propose une conférence introductive, hein, une présentation générale qui va répéter certaines choses qu'on a déjà dites en introduction, qui ont été dites par notre président, mais qui va permettre sans doute de planter le décor effectivement de cette journée, de dire ce qu'on va dire et ce qu'on ne va pas dire surtout. Et puis, bon, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, hein, parce qu'il y a des choses qu'on connaît tous, mais je pense que c'est utile quand même de les rappeler à tous pour qu'on parte sur le même pied pour démarrer cette journée. Donc l'open space, on le sait tous, c'est une situation de travail qui est aujourd'hui très répandue en France, avec une société qui est devenue depuis 20 ou 30 ans extrêmement tertiaire. Hein. On sait bien entendu que les usines sont en Chine, hein. Les mines sont en Afrique, alors bon, il nous reste les EHPAD, et puis il nous reste les services. Hein. Il nous reste une société qui est beaucoup basée sur le traitement de l'information. Et le traitement de l'information se fait dans des bureaux avec des salariés qui sont devant des ordinateurs et des téléphones. Et ça se passe beaucoup dans les bureaux ouverts. Alors, ces bureaux ouverts, ce sont des choix organisationnels des entreprises, hein, bien entendu. Alors, qui sont liés à des raisons qui sont tout à fait triviales, comme par exemple le coût du mètre carré dans les grandes villes, en particulier en région parisienne, mais aussi qui sont liés donc à des modalités de fonctionnement des entreprises, en particulier la flexibilité. On dit que l'open space est beaucoup plus flexible, qu'on peut réorganiser les équipes et les projets de manière beaucoup plus simple que dans des endroits qui sont très très cloisonnés. Et puis c'est développé donc avec ce traitement de l'information et la segmentation des métiers, donc évidemment un intérêt pour le travail collaboratif. On sait tous que les gens travaillent beaucoup en réseau aujourd'hui, que les flux d'informations passent d'un salarié à un autre, d'un groupe à un autre. Et évidemment, on a intérêt à interagir dans un espace qui le permet, hein, donc à interagir entre salariés pour collaborer, faire avancer le travail. Alors la typologie française, quelques chiffres hein, sur les open space, c'est 2 à 5 millions de salariés. Hein, donc ça dépend comment on compte, comment on définit ce que c'est un open space. 2 à 5 millions de salariés, dont 500 000 bâtiments à peu près en France, qui sont répartis sur 250 millions de mètres carrés. Une spécificité française, c'est qu'on a 87% de petits immeubles. Donc en France, on a beaucoup d'open space qui sont dans des immeubles qui font moins de 1000 mètres carrés, une très très grande majorité, et ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays anglo-saxons en particulier. Alors, un endroit où il y a beaucoup de tertiaires qu'on connaît bien, on voit tous, les Parisiens voient vivre, c'est les tours de la Défense, hein, 4 millions de mètres carrés, donc vous voyez que c'est peu par rapport à ces 2% des 250 millions que je citais il y a une seconde. 4 millions de mètres carrés, 180 000 salariés, donc là c'est un peu plus, c'est 2 à 4% des 2 ou 4 millions que je citais, et puis 3 000 entreprises, hein, mais effectivement là on a vraiment 180 000 salariés qui pratiquement tous donc sont dans le tertiaire. Hein. Bon, il y a ceux, évidemment, il y a les agents techniques qui font le ménage, il y a ceux qui leur servent à manger, mais on a vraiment donc à la Défense une société de service, hein, les sociétés de service. Donc voilà pour ces quelques chiffres. Alors l'open space atteint tous les secteurs d'activité aujourd'hui, hein. Il y en a toujours plus, et puis il est toujours mieux. Donc on connaît tous ces secteurs d'activité, on les a cités déjà. Donc on a des grands centres d'appels téléphoniques, hein, où on reçoit principalement des appels et on en passe, donc où les gens n'ont pas besoin forcément de beaucoup collaborer. Puis il y a des petits centres d'appels téléphoniques. Le SAMU, typiquement, voilà, reçoit des appels téléphoniques. C'est quelques salariés qui sont dans un open space et qui régulent donc les appels entrants qu'on fait au 115. Hein. Donc ces centres d'appels téléphoniques sont particuliers, avec peut-être pas beaucoup de collaboration, beaucoup d'appels téléphoniques, et puis donc des salariés qui font assez peu d'autres travaux dans la journée que téléphoner.
On a aussi donc ce qu'on appelle des centres de relations clients. Alors évidemment, ça rejoint des centres d'appels téléphoniques, hein, il y a une intersection entre les deux, mais les centres de relations clients, donc, c'est des endroits où les salariés, évidemment, sont en contact avec des clients, en général par téléphone, hein, mais ça peut être aussi, évidemment, par mail ou par d'autres moyens électroniques. Et là, les salariés, dans ces centres de relations clients, vont aussi faire du traitement de dossiers, hein, ce qu'on appelle du back-office. Hein, donc, vous trouvez ça dans l'assurance, dans la banque, vous trouvez ces centres de relations clients aussi dans tout ce qui est SAV, donc tout un tas de métiers qui utilisent ça. Mais vous avez des centres de relations clients qui sont très petits. Hein, vous pouvez très bien avoir un revendeur en e-commerce qui a 5, 6, 10 salariés seulement sur un open space et qui suffit à faire fonctionner son centre de e-commerce. Hein. Alors on connaît aussi donc tous ces centres industriels de recherche et de développement, hein, donc tous ces technocentres, ces immenses centres où on décide qu'on va creuser un puits de pétrole, construire un avion, construire une voiture, et comment on va le faire. Donc là on a des cols blancs qui font marcher de la matière grise. Hein, et effectivement ces centres de recherche et développement réunissent souvent sur des grands plateaux de nombreux collaborateurs qui doivent beaucoup interagir. On a aussi dans ces, je cite des grands centres, hein, mais on a aussi évidemment toutes les petites entreprises, hein, la start-up. La start-up digitale, typiquement, elle est en open space. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, la start-up nation, elle habite des open space. Et donc ces modes d'organisation du travail sont très prisés par des jeunes générations, bien sûr. Puis, il y a une catégorie d'open space qu'on oublie souvent de citer, c'est les halls d'accueil de la clientèle. Hein. Donc, on le verra aujourd'hui, hein, quand on vend des billets de train dans des espaces de vente de la SNCF, hein, quand on accueille des clients dans les hôpitaux, hein, pour les aiguiller sur un service ou sur un autre, on est aussi dans un open space, ou dans un grand espace ouvert, où il y a plusieurs salariés qui reçoivent des clients, cette fois physiquement, et non plus à distance. Hein. Et donc, ces clients, on a besoin de discuter avec eux, de les comprendre, et puis quelquefois on a besoin aussi de discrétion, donc ça fera une modalité un peu spécifique pour ces halls d'accueil. Alors toujours plus et toujours mieux. Toujours mieux, on a des évolutions constantes, l'open space s'adapte à toutes les nouvelles formes d'organisation qu'on peut imaginer. Hein. Le coworking, c'est un open space qui permet de mutualiser, par exemple, des imprimantes, de la fibre optique, et qui accueille des salariés de différentes entreprises qui se retrouvent là un petit peu par hasard. Le flex office, alors le flex office, c'est plutôt la même entreprise qui a décidé d'avoir beaucoup de flexibilité, une flexibilité quotidienne avec des salariés qui n'ont pas de place attitrée, hein, donc une personnalisation du bureau qui est inexistante. Et le flex office, ça peut réunir soit des salariés qui se placent où ils veulent le matin, soit des salariés qui se placent en fonction des projets qu'ils ont en cours à un moment donné, hein, sur une journée, une semaine, un mois, et qui vont se regrouper donc, pour travailler ensemble. Et puis on a encore d'autres choses, hein. Par exemple on a l'activity-based design, qui est un open space dans lequel on va trouver des salariés qui sont plutôt regroupés par îlots, hein, qui vont partager la même activité. C'est un peu ce que représente la photo ici. Vous voyez que 2 personnes collaborent au premier plan. Et puis on a d'autres salariés qui sont sur ce plateau, là, qui ne font pas du tout des tâches en interaction avec les 2 premiers, hein, que je viens de citer. Voilà. Alors de quoi se plaignent les salariés en open space ? Eh bien, le suspense est tombé depuis longtemps, hein, puisque le titre de la journée, puis tous les discours introductifs vous l'ont dit, ben, les salariés en open space, ils se plaignent du bruit. Donc les sondages nous montrent que 95% des salariés se déclarent incommodés par le bruit. Donc ça veut dire qu'il y en a très peu qui disent qu'ils ne ressentent pas le bruit. 55% des salariés qui se déclarent être gênés ou très gênés. Donc le bruit est vraiment la première nuisance. Et la première nuisance, c'est les conversations. Les conversations intelligibles en particulier, on en a déjà parlé, on y reviendra. Puis les autres bruits, les sonneries de téléphone, la circulation des personnes, hein, des bruits de pas, des bruits de porte, les bruits d'équipement, hein, le bruit du clavier, le bruit de la ventilation, le bruit de la photocopieuse, et pourquoi pas du bruit de circulation, du bruit extérieur, etc. Donc on a vraiment des bruits qui sont sur des sources extrêmement variées et multiples. Pardon.
Et donc le bruit en open space rend-il sourd? Pour l'acousticien et pour le préventeur du bruit au travail, on se souvient effectivement que dans l'industrie de transformation en particulier, dans le BTP, les salariés sont soumis à du bruit qu'on qualifie de lésionnel, puisque l'exposition à des niveaux de bruit importants, par exemple supérieurs à 80 dBA pendant 8 heures, peut créer de la fatigue auditive qui, accumulée sur la journée et sur des semaines et des mois et des années, donc crée des pertes auditives qui, elles, sont irréversibles et qui peuvent conduire à la maladie professionnelle qui est inscrite au tableau 42, donc l'hypoacousie. Donc effectivement, le bruit en open space, on peut se poser la question s'il rend sourd. Dans les bureaux, on a plutôt des niveaux ambiants qu'on a mesurés, différentes études de l'INRS, de l'ordre de 50 à 60 décibels. Et puis une exposition au casque téléphonique qui dure 3 à 4 heures par jour en réalité, quand on fait des mesures précises, parce qu'évidemment il y a des blancs dans les conversations et des conversations qui s'interrompent, eh bien on a une exposition qui est plutôt de 70 dBA 8 heures quand on travaille au casque téléphonique. Ça veut dire qu'on est très en dessous des premiers seuils d'alerte. Si on connaît l'échelle du décibel, on est 10 à 1000 fois en dessous des expositions au bruit lésionnelles. Donc il est très improbable de voir reconnu des surdités professionnelles du tableau 42 dans 30 ans. Donc les centres d'appel téléphoniques, il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près, on s'y intéressait parce qu'ils ont créé des inquiétudes. Il y avait des chocs acoustiques, il y avait donc des larcènes, il y avait des traumatismes sonores aigus, donc il y a eu des problèmes en centre d'appel. Il y avait des gens qui étaient très très entassés comme dans des poulaillers, mais aujourd'hui il y a eu des progrès. On a des limiteurs de choc acoustique, on a des limiteurs de niveau continu, on a des locaux qui ont été améliorés, ou alors des centres d'appel qui sont partis à l'étranger. C'est une solution de résoudre le problème des poulaillers français. Mais donc il y a eu vraiment des progrès, et les centres d'appel aujourd'hui ne sont pas très inquiétants. Alors si le bruit en open space ne rend pas sourd, quel est le vrai problème? Pourquoi on parle du bruit aujourd'hui? Eh bien, on parle du bruit parce que, effectivement, le bruit en open space, c'est une ambiance sonore qui n'est en général pas souhaitée, on le comprend, qui est subie. C'est une ambiance sonore qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas contrôlable. C'est une ambiance sonore qui est intrusive, qui arrive dans nos sphères privées, qui est continue, elle ne s'arrête pas dans la journée en général, bien qu'il y ait des variations de niveau, bien entendu, qui sont liées à l'occupation de l'open space durant la journée. C'est une ambiance sonore qui est intelligible, mais qui n'est pas informative, c'est-à-dire qu'on comprend des mots, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et donc, c'est une ambiance sonore qui est perturbante et qui va gêner le travail intellectuel. Donc, elle va gêner le travail intellectuel en nous, sans arrêt, nous interrompant, nous déconcentrant, nous sortant de notre concentration de lecture ou d'écriture. Et donc ça va amener les salariés à une baisse de performance. Cette baisse de performance, c'est bien évidemment, on n'aime pas être pas performant au travail. On est tous à ce moment-là très ennuyés et on se demande comment faire. Ça peut nous stresser beaucoup. Et si on cherche à compenser cette baisse de performance, on va mobiliser d'autres ressources qui vont évidemment créer de la fatigue. Et quand on pose des questions sur qu'est-ce qui vous déconcentre le plus, c'est évidemment, encore une fois, je me répète beaucoup, les paroles intelligibles. Vous savez très bien, quand on avait le droit de prendre un TGV autrefois, si quelqu'un téléphonait à côté de nous et qu'on était en train de lire un article de journal un peu pointu, eh bien ça nous troublait beaucoup parce que notre cerveau cherche à capter ces paroles intelligibles comme un message qui pourrait nous intéresser. Alors comment contrôler le bruit en open space ? Pour l'acousticien, c'est un problème assez classique d'acoustique du local. Donc l'acousticien va analyser ce local, il va se demander quelles sont les propriétés acoustiques des matériaux qui composent ce local, il va se demander quel mobilier se trouve dans ce local, quel aménagement, quelles sont les sources sonores, quelles sources sont prépondérantes, combien il y a de personnes, quelle est la densité de salariés sur l'open space, quels sont les équipements qui font du bruit. Et on le verra dans la journée, donc l'acousticien va essayer de faire progresser cette ambiance sonore en contrôlant des indicateurs chiffrés. Niveau de bruit, isolement, décroissance des bruits depuis une source, etc. Donc là, on a vraiment de la physique et des indicateurs chiffrés. Mais on va bien entendu ne pas être seul, l'acousticien va devoir s'appuyer sur l'ergonome et le psychologue du travail. L'ergonome ou le psychologue du travail qui va se demander, dans l'open space qu'il est en train d'analyser, quelles sont les activités des salariés, quelles tâches ils ont à effectuer, quels besoins d'intelligibilité ils ont, à quel endroit, à quel moment, quel est vraiment le travail collaboratif qui doit être mis en œuvre,
quels sont les besoins de concentration et au contraire quels sont les besoins d'isolement, enfin par opposition au travail collaboratif, quels sont les besoins d'isolement qu'on a pour se concentrer. Et les clés du progrès de cette démarche-là, ça sera évidemment de faire participer les salariés, de commencer par faire un état des lieux, en recueillant leurs ressentis, avec des interviews, des questionnaires, des échanges, aussi de faire des analyses du travail qui sont donc de la compétence de l'ergonome. Et cette démarche-là donc, va permettre plus tard de progresser et puis de refaire peut-être un état des lieux et un retour d'expérience des progrès qui ont été accomplis. Donc notre journée va s'articuler avec une démarche complète autour d'une norme dont on va vous détailler le contenu dans quelques minutes. Et cette norme, elle fait travailler la main dans la main des ergonomes qui sont capables de faire de l'analyse du travail, de la définition des besoins avec les salariés sur l'ambiance sonore, et des acousticiens qui sont capables d'analyser un local et puis de donner des préconisations pour l'améliorer. Voilà. Donc je termine cette présentation en posant quelques questions sur quel est l'avenir de l'open space. Évidemment, quand on a organisé cette journée, au mois d'août, on lisait dans la presse, c'est fini l'open space. C'est fini, tout le monde est en télétravail, et puis on ne peut plus se promener dans des endroits comme ça fermés, sans masque, les uns sur les autres, à discuter, etc. Donc c'est la fin de l'open space. Bon, alors, on ne sait pas combien va durer la pandémie. Hier, on a vu aux actualités un mince espoir de voir les choses s'améliorer. Aujourd'hui, on a des salariés qui se promènent à l'intérieur des locaux avec des masques, pour la plupart. On trouve du plexiglas, vous voyez sur la photo que je présentais ici, qui sépare, c'est un hall d'accueil justement, donc qui sépare donc des salariés qui accueillent du public, qui les sépare avec du plexiglas. Donc effectivement, on a eu des changements qui sont opérés très très rapidement dans ces open space, avec des gens qui sont en télétravail, mais vous imaginez que les salariés qui reçoivent les appels du 115, du SAMU, ils ne sont pas en télétravail. Et il y a des tas de petites entreprises qui ne sont pas riches du tout et qui n'ont pas les moyens de mettre les gens en télétravail, ou alors qui utilisent des données confidentielles. Donc les gens qui travaillent aux impôts, par exemple, eh bien, ils ne sont pas en télétravail, ça ne fonctionne pas. Donc ils sont toujours en open space, alors peut-être moins nombreux. Et donc, voilà, demain, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on n'en sait rien, évidemment. Si la pandémie s'arrêtait, je pense qu'on retournerait assez rapidement à l'état T0. Et puis, aujourd'hui, on peut se poser des questions sur le bruit avec ces masques, parce qu'on est obligé de parler plus fort avec ces masques, on nous comprend assez mal, on ne lit pas sur les lèvres. Et puis, ce plexiglas, il fait des locaux un peu plus réverbérants aussi, donc ça peut changer aussi l'ambiance sonore des open space. Mais voilà, on aura sans doute l'occasion d'en reparler à travers vos questions, mais effectivement, on peut se poser la question du lendemain, mais aujourd'hui, donc, comme on le dit à l'INRS, un risque ne doit pas en masquer un autre, et on va continuer à vous parler des risques pour les salariés qui travaillent en open space et qui sont donc soumis à des bruits très très gênants toute la journée. Je vous remercie. Jacques Chatillon, c'est nous qui vous remercions pour ce panorama plus que complet. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons en effet la fonction chat qui nous permet de recueillir toute une série de questions. Donc je vais souvent regarder aussi mon écran de contrôle pour formuler ces questionnements à l'ensemble des intervenants et notamment à vous, cher monsieur. J'en ai une première qui est arrivée tout au début de votre intervention. Vous parliez des flex office. Quelles sont les contraintes particulières liées à ces espaces un petit peu particuliers? Alors le flex office, c'est un open space comme un autre pour ce qui est de l'ambiance sonore. On va y trouver du bruit, on va trouver des salariés qui sont gênés par le bruit. Alors ce n'est pas un open space comme les autres pour ce qui est de l'organisation du travail. Comme son nom l'indique, il est flexible. Donc il va sans doute falloir beaucoup s'appuyer sur les ergonomes pour analyser le travail beaucoup plus finement, pour donner des recommandations qui sont vraiment liées à la flexibilité de l'activité dans cet open space particulier. Pour l'acousticien, il est évident qu'on va essayer de ne pas installer des choses rigides qui ne pourront plus bouger, comme des cloisons qui ne seraient pas amovibles, etc. Donc on va plutôt faire du traitement de plafond ou du traitement des murs, par exemple, pour améliorer l'ambiance sonore dans un flex office.
J'en profite pour vous dire tous les merci que je vois apparaître sur le chat. Visiblement, votre intervention a beaucoup plu. Autant le partager en direct. J'aurais une question peut-être plus d'ouverture, si vous le permettez. Quels sont finalement vos projets de recherche au sein de l'INRS, notamment sur ces questions, bien sûr, dans les mois et les années qui viennent? Alors, bon, mes collègues en parleront. Je ne voudrais pas déflorer toute la journée, mais effectivement... En ce qui concerne la normalisation, vous voyez que c'est la deuxième intervention qui va apparaître. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup pour la portée à l'international. La norme française NFS 3199 va être transformée en une norme ISO. Donc ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi du travail en études et recherche pour arriver donc, dans les groupes de normalisation et arriver à les convaincre donc, avec des données scientifiques. Mais aujourd'hui, on va toujours s'intéresser aux nouvelles technologies, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent dans l'open space. On a parlé du masquage sonore à une époque, on a parlé d'autres nouvelles technologies qui peuvent apparaître. Et puis, on va suivre les nouvelles organisations. On parle du flex office, de l'activity-based design, etc. On va suivre donc toutes ces évolutions pour adapter donc, nos études et recherches et répondre de manière beaucoup plus pertinente aux questions qui nous seront posées.